Sociologue et philosophe, Geoffroy de Laganneri est l'une des figures intellectuelles les plus engagées de la gauche française. Depuis la dernière leçon de Michel Foucault en 2012 jusqu'à son récent essai sur l'abolitionnisme pénal en 2025, son œuvre articule critique du pouvoir d'État, pensée de la révolte et refus des normes institutionnelles. Son nouvel essai, L'âme noire de la démocratie, s'attaque cette fois au fondement même de notre système politique, la démocratie. On en a beaucoup parlé de cette crise, de cette fatigue démocratique. Mais le philosophe retourne le diagnostic. Quand la démocratie produit l'injustice, ce ne serait pas un accident, mais un résultat. Bonjour Geoffroy de Laganneri. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez mercredi cet ouvrage, L'âme noire de la démocratie, manifeste pour un autre idéal politique chez Flammarion. Je le disais, vous êtes philosophe et sociologue. Alors pourquoi dites-vous que la démocratie est un terme imprécis et malléable ? C'est vrai que d'abord, l'idée de ce livre, de l'écrire sous la forme d'un manifeste, c'était pour essayer de rouvrir un peu nos imaginaires politiques, rouvrir notre langage politique, notre manière de penser la politique et de penser comment est-ce que nous pouvons organiser la prise de décision dans une société. Ce qui me frappe, c'est que comme beaucoup de gens, aujourd'hui, je vis dans une situation d'étouffement, c'est-à-dire d'être confronté au fait que dans tout un ensemble de démocraties représentatives se mettent en place des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs violents, des pouvoirs régressifs, des pouvoirs quasi sadiques, dont Trump est évidemment l'une des formes les plus exacerbées, mais qu'on a vu aussi avec Bolsonaro au Brésil, qu'on voit avec Milei en Argentine, qu'on voit avec Meloni en Italie, qu'on voit avec la victoire d'un héritier de Pinochet au Chili, qu'on voit peut-être avec Bardella Le Pen dans quelques mois en France. Et ce qui me frappe, c'est que la manière dont la gauche a tendance à penser ce type de phénomène, c'est de les penser comme des dangers pour la démocratie, comme des menaces pour la démocratie, contre lesquelles il faudrait soit défendre la démocratie, soit produire une démocratie plus radicale, plus directe, et comme si la démocratie était la solution à ce problème. Et moi, le problème que j'ai voulu poser, c'est d'inverser les problèmes et de me dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce soit l'inverse ? C'est-à-dire qu'en fait, ces pouvoirs ne soient pas des menaces pour la démocratie, mais des expressions de la démocratie, de ce qu'elle rend possible, de la manière dont elle fabrique ce que c'est que gouverner, dont elle fabrique ce que c'est qu'un débat d'opinion, dont elle conçoit ce que c'est que gouverner, et que par conséquent, c'est pas dans l'imaginaire démocratique qu'on peut résister à des pouvoirs, mais c'est précisément en pensant totalement autrement la politique et en fondant autrement la philosophie et la réflexion politique. Alors, Geoffroy de Laganneri, par quoi on la remplace, cette démocratie ? Puisqu'on a souvent dit, et c'est le tabou que vous levez, que il n'y a pas d'autre alternative. Absolument, justement, je pense qu'il n'y a rien de pire dans la pensée quand on a le sentiment d'aboutir à la fin de l'histoire. Vous savez, c'est une règle classique dans l'histoire de société, c'est que chaque société pense qu'elle est à la fin de l'histoire et chaque société pense que le modèle qu'elle a en tête est forcément le dernier modèle possible. Et moi, j'ai essayé d'introduire un peu la problématique de l'histoire et du progrès dans l'histoire de la politique en pensant que si nous sommes progressistes, nous ne devons pas penser que nous sommes à la fin de l'histoire et que nous pouvons encore progresser par rapport aux institutions démocratiques. Ça ne veut pas dire que la démocratie n'est pas un progrès par rapport à des formes de pouvoir autoritaire, tyrannique, dictatorial, colonial, etc. Mais ça veut dire que la démocratie, s'il faut la défendre contre les formes d'autorité, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas imaginer d'autres systèmes politiques à mettre à la place. Et le principe du livre, il est d'essayer justement d'imaginer des pistes, d'imaginer à partir d'exemples concrets, des formes alternatives, des manières de penser le pouvoir alternatives, des conceptualités alternatives, en m'appuyant sur tout un ensemble de traditions qui sont un peu marginalisées. Parce que l'une des idées implicites du livre, c'est de dire, en fait, la domination du signifiant démocratique dans nos sociétés, qui fait que tout le monde se réclame de la démocratie, la gauche radicale et Trump, même Dany et Meloni, tout le monde dit je suis pour la démocratie, je représente la démocratie. En fait, ça produit une forme comment pourrait-on dire, d'hégémonie de plus en plus grande d'un certain nombre de concepts qui ont été fondés sur l'éradication de traditions alternatives. Donc moi, j'essaye de rassembler un peu les enseignements, la tradition anarchiste avec Bakounine, la tradition libertarienne avec Nozick et Soro, la tradition sociologique avec Durkheim et Bourdieu, la tradition de l'école de Francfort avec Marcuse, le travail de la philosophe Simone Veil, et de me dire, en fait, dans toutes ces traditions-là, il y avait des manières de penser la politique autre et que j'essaye de déployer pour interroger les principes de la démocratie. La première critique qu'on a envie de vous adresser en lisant cet ouvrage, Geoffroy de Laganneri, L'âme noire de la démocratie, c'est est-ce que ce n'est pas une pensée de la capitulation, de capituler, vous voyez ? C'est-à-dire, en fait, comme on n'a pas réussi à l'emporter dans les urnes, vous les progressistes, on change le système, on change le thermomètre presque. En fait, l'idée que j'essaie de... Il y a un très beau texte de Bakounine qui dit, et que je cite dans mon livre, qui dit « Le grand problème des systèmes politiques contemporains, c'est qu'ils sont fondés sur des abstractions fausses
qui en fait masquent des phénomènes d'imposition. Ça peut être les abstractions religieuses, par exemple dire je représente la religion du pays et donc je vais imposer à des gens qui ont d'autres conceptions ma conception de la religion. Mais ça peut être aussi les abstractions politiques comme l'intérêt de la nation, comme l'ordre public et dans la démocratie, la volonté générale, la souveraineté populaire, qui ne prend pas en compte le fait que dans la société, il y a des aspirations différentes, il y a des pluralités de modes de vie, il y a des pluralités de valeurs. Et donc en fait, toutes ces abstractions fausses, dit Bakounine, elles fondent toujours quelque chose de l'ordre d'une imposition masquée et tous nos ordres politiques sont fondés sur ce système de dénégation de l'imposition, ce qui fait qu'en fait il y a une filiation entre système autoritaire et système démocratique, parce que c'est des systèmes qui invoquent des abstractions fausses pour légitimer des phénomènes d'imposition. Et Bakounine dit la seule manière de fonder un ordre politique rationnel, c'est d'essayer au contraire de partir d'abstractions vraies, c'est-à-dire qu'est-ce que pourraient être des abstractions qui ne seraient pas clivantes et qui ne seraient pas dans des phénomènes d'imposition. Et j'essaie de réfléchir à ce moment-là, non pas à capituler comme vous dites, mais à proposer un système politique rationnel en pensant qu'il y a trois choses qui peuvent susciter l'accord et qui doivent être le fondement de l'art de gouverner. C'est d'une part le droit et le respect des libertés individuelles, c'est d'autre part la science, la connaissance et les acquis de la connaissance, et c'est troisièmement le fait que nous sommes tous des corps souffrants, des corps exposés à la mort et à la maladie, et que donc le rôle de la politique, c'est pas d'exposer les gens à la blessure, mais de diminuer les forces de la prédation et de la mort, et qu'un système politique rationnel, un système politique plus élaboré, plus fort, c'est un système qui dirait l'art de gouverner doit être fondé sur le respect de ces trois impératifs que tout le monde peut reconnaître, le respect de la pluralité sociale et des droits individuels, le respect des acquis de la connaissance et le respect de la vie. Moi, qui observais ces choses et les hommes qui faisaient de la politique, plus j'approfondissais mon examen des lois et des coutumes, et plus j'avançais en âge, plus il me paraissait difficile d'administrer correctement les affaires de la cité. Il n'était en effet pas possible de le faire sans amis, sans partisans fidèles. En outre, les lois écrites et les coutumes étaient corrompues. Et cette corruption avait atteint une importance si étonnante que moi, qui dans un premier temps avait été submergé par une grande envie de m'occuper des affaires publiques, je finis, en considérant la situation et en voyant que les choses allaient absolument de travers, par être pris de vertige et par être incapable de cesser d'examiner quels moyens ferait un jour se produire une amélioration, aussi bien en ce domaine que cela va de soi pour le régime politique dans son ensemble. Je fus nécessairement amené à dire, en un éloge à la droite philosophie, que c'est grâce à elle qu'on peut reconnaître tout ce qui est juste, aussi bien dans les affaires de la cité que dans celles des particuliers. Que donc le genre humain ne mettra pas fin à ces maux avant que la race de ceux qui, dans la rectitude et la vérité, s'adonnent à la philosophie, n'ait accédé à l'autorité politique, ou que ceux qui sont au pouvoir dans les cités ne s'adonnent véritablement à la philosophie, en vertu de quelque dispensation divine. On vient d'entendre la lecture de la lettre 7 de Platon, même si son authenticité est discutée. En tout cas, ce serait un platonicien diffusé dans l'émission de Géraldine Mulman sur France Culture avec Philosophie. Geoffroy de Laganerie, comment réagissez-vous comment vous inscrivez-vous dans cette critique de la démocratie qu'on connaît chez Platon? Alors c'est vrai que Platon est l'un des penseurs de la critique de la démocratie, mais il y a deux dimensions qu'il faut bien distinguer. La première, c'est qu'il y a un argument qui est très fort et qui a souvent été défendu par Platon et par Socrate et que je cite dans mon livre, c'est que nous ne pouvons pas considérer le droit à gouverner comme un droit inconditionnel et qu'il doit être soumis à des compétences spécifiques sur un domaine. Il y a cette phrase célèbre de Socrate qui dit de la même manière qu'on demande l'avis d'un charpentier si on veut construire une maison, il serait normal, quand on veut construire un pont, quand on veut produire une politique de santé, de s'adosser sur les savoirs des gens qui ont étudié la question. Et cet argument qui est très souvent répété, très souvent on le disqualifie en disant qu'il est antidémocratique, mais ce n'est pas une bonne disqualification puisque c'est son intention d'être antidémocratique et de dire, en fait, on devrait fonder comme valeur fondamentale de la délibération et de la prise de décision, non pas l'opinion, mais la compétence spécifique, non pas le ressenti, mais l'élaboration. Et c'est déjà une question que a reprise, par exemple, Bourdieu dans Le mystère du ministère, où Pierre Bourdieu dit le problème de la démocratie, c'est qu'elle agrège des opinions sans se poser la question des cadres de la production de l'opinion et que par conséquent, elle se condamne à enregistrer comme opinion du peuple des systèmes de prénotions, de présupposés et on ne peut pas sociologiquement critiquer les prénotions sans critiquer l'élection.
en vérité, et critiquer même les opinions spontanées, y compris dans une assemblée directe. Cela étant dit, il y a une deuxième dimension chez Platon, c'est que Platon était un aristocrate autoritaire, ce qu'a très bien montré Popper dans La démocratie et ses ennemis, et qu'en fait il indexe une pensée de l'antidémocratie sur un système autoritaire, de caste, hiérarchique, avec des dominations extrêmement fortes, avec des esclaves, et donc il n'est pas du tout dans une perspective égalitaire. C'est pour ça que moi, il ne s'agit pas du tout de restaurer la figure du philosophe roi, ou de restaurer la figure de la tyrannie, ou de restaurer la figure de la hiérarchie Du politique. despote éclairé, on pourrait penser à ça aussi à la Exactement, lecture. c'est absolument pas l'objectif. Il est au contraire d'indexer l'idée selon laquelle ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans la réflexion, c'est que la connaissance scientifique, le droit, la prise en compte de la justice sont des critères nécessaires pour aboutir à des décisions plus justes et plus équitables. Mais justement, Geoffroy de la Gannerie, que faites-vous de l'état de droit? En effet, il y a une tension dans la société française et dans d'autres sociétés démocratiques d'ailleurs dans le monde, entre ces deux définitions qu'on donne parfois à la démocratie, celle du vote, du fait majoritaire, et celle des juges, des lois, de la jurisprudence. Qu'en faites-vous? On a l'impression parfois à vous lire que on pourrait tout faire en démocratie. C'est pas vrai, il y a quand même des contre-pouvoirs et c'est bien pour ça d'ailleurs que certains voudraient abolir ou changer les lois du Conseil constitutionnel, par exemple, ici en France. C'est une très bonne question, c'est une des tensions internes dans mon livre parce que effectivement, il y a dans nos ordres juridiques contemporains deux principes qui sont contradictoires. Il y a un principe démocratique qui est fondé sur le fait majoritaire, le débat d'opinion, le procéduralisme qui doit aboutir au fait que certains l'emportent dans une décision directe ou représentative et donc qui impose leur volonté. Mais comme on sait que ce type de système-là peut aboutir à des résultats injustes, on met en place en plus des garanties constitutionnelles qui peuvent s'opposer aux logiques démocratiques pour dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'une majorité ou quand même un pouvoir élu ne peut pas vouloir au nom de la considération de droits essentiels. C'est ce qui s'appelle le libéralisme ou le constitutionnalisme. Et d'ailleurs, la preuve est que ce n'est pas des pouvoirs démocratiques mais des pouvoirs contre-démocratiques. C'est qu'on assiste dans le monde aujourd'hui à ce qu'on appelle la démocratie illibérale, c'est-à-dire par exemple en Turquie avec Erdogan, avec Orban en Hongrie, qui sont des gens qui vont s'appuyer uniquement sur des procédures démocratiques pour disqualifier des contrôles libéraux qui pèse sur la démocratie. Et donc, on voit bien qu'on a une tension ici entre deux principes. Et moi, j'essaye un peu de faire proliférer à travers un exemple important de la Cour suprême de Californie qui a cassé un référendum qui avait annulé le mariage homosexuel en Californie, où un juge a annulé la volonté de 52% de la population californienne en disant une majorité n'a pas le droit de retirer un droit à une minorité, en disant en fait, on a ici le ferment d'une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la légitimité de l'art de gouverner. Est-ce qu'on doit fonder la légitimité à gouverner sur le fait majoritaire, le respect des procédures et le fait de recueillir l'assentiment de personnes au cours d'un référendum, ou est-ce qu'au contraire la légitimité elle doit être fondée sur les résultats de la décision, sur le fait qu'elle respecte les droits individuels, qu'elle ne blesse pas l'autre, qu'elle n'expose pas les autres à de la souffrance et à de la mutilation. Et à partir de ce moment-là, on comprend qu'on essaye de basculer une théorie de la légitimité. Et là, l'idée de mon livre, elle est de dire dans la première partie, est-ce qu'on ne pourrait pas substituer à l'idée démocratique d'une légitimité antérieure et formelle? C'est parce que vous avez acquis le pouvoir dans les formes démocratiques que vous avez le droit de gouverner. Une légitimité qui serait ex post et substantielle, c'est parce que vous ne blessez pas l'autre et que vous ne l'exposez pas à une diminution de les droits que vous avez le droit d'imposer votre volonté. Donc même si vous êtes minoritaire, vous avez le droit de l'imposer parce que vous respectez des conditions essentielles. Mais j'allais dire, qu'est-ce que vous faites de l'altérité, de ceux qui ne pensent pas comme vous, Geoffroy de la Gannerie? Puisque c'est bien ça qu'a essayé de régler la démocratie depuis qu'elle existe, c'est-à-dire de trouver une façon, par le fait majoritaire, de contenter l'intérêt général. Alors de fait, il y a beaucoup d'hypothèses derrière votre question qu'il faudrait tout déconstruire parce que de fait, il n'est pas vrai que c'est la majorité qui gouverne dans une société puisque comme l'a déjà montré Durkheim dans le leçons de sociologie, si vous prenez l'ensemble des gens sur un territoire, les sans-papiers, les gens qui n'ont pas le droit de vote parce qu'ils n'ont pas la nationalité, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les gens qui ne vont pas voter, en fait, les personnes qui votent sont toujours une minorité par rapport à l'ensemble des gens sur un territoire et comme c'est une minorité qui va l'emporter par rapport à toutes ces personnes sur le territoire, c'est toujours une minorité qui gouverne. Donc c'est pas un fait majoritaire, mais même je renvoie à votre question, le fait majoritaire est indécent. Puisqu'en fait, il est indécent de dire à des individus sur un territoire « tu es moins nombreux, donc tu dois obéir ». C'est-à-dire par le fait du hasard, parce que dans ton groupe, vous êtes moins nombreux ou moins organisés, vous allez obéir à la loi. Et là, on voit qu'il y a une hypocrisie de la démocratie, parce que la démocratie dit toujours « on va substituer à la loi du plus fort »
la loi de l'intérêt général, mais comme elle fonde la loi sur l'idée du principe majoritaire, elle dit que la loi, c'est la loi de la majorité, donc c'est la loi du plus fort. Et donc en démocratie, on n'a pas rompu avec la loi du plus fort. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut fonder la loi sur des exigences beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus en termes d'élaboration, de respect des droits et de non-blessabilité de l'autre, qui doivent triompher des opinions préalables. Et il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas le droit de protester, qu'on n'a pas le droit de s'opposer, qu'on n'a pas le droit de critiquer une décision, mais il s'agit de dire que si vous voulez critiquer une décision, montrez-nous que vous êtes plus conforme au droit, montrez-nous que vous avez la science avec vous, montrez-nous que vous n'allez pas blesser l'autre. Et donc, en quelque sorte, on fonde, si vous voulez, le droit à gouverner sur d'autres critères que le simple fait d'avoir d'opinion et d'avoir la majorité avec soi. Ce que je tiens à dire, et c'est important, il ne s'agit pas du tout dans mon système ou dans mon idée de limiter les libertés publiques. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de s'exprimer. Il ne s'agit pas de limiter la possibilité de s'opposer. Il s'agit de déconnecter la problématique de la liberté politique du droit à gouverner et de dire c'est pas parce que vous avez une opinion et c'est pas parce que vous êtes majoritaire que vous avez le droit de gouverner les autres. Et donc moi, je veux fonder un droit à gouverner les autres sur des critères plus rationnels que le nombre et la majorité. Mais quel droit dans votre système, qui en effet est encore un peu flou, vous l'admettez d'ailleurs, hein, Geoffroy de la Gannerie, dans cet ouvrage. Notre imaginaire, et quand on commence quelque chose de nouveau, c'est comme Marx avec le communisme, on esquisse des grands traits, on n'a jamais un système précis en tête, oui. Donc dans le système que vous commencez à esquisser, dans cet ouvrage L'âme noire de la démocratie, quelle place ont ceux qui ne pensent pas comme vous? Eh ben, en fait, il y a aussi la question de... Les opinions ne sont pas toutes équivalentes dans une société. J'essaye de montrer dans mon livre que la démocratie nous piège en nous faisant croire que le problème, c'est les opinions qui sont différentes. Mais les opinions, elles ont des valeurs différentes. Elles ont des valeurs différentes soit en termes de fondement, c'est-à-dire en termes est-ce qu'elles sont appuyées sur la connaissance ou sur le mensonge, et en termes de résultats, est-ce qu'elles blessent l'autre, est-ce qu'elles ne blessent pas l'autre. Quand vous faites des statistiques longitudinales que je cite dans mon livre sur les rapports entre pratiques politiques et effets sur la justice sociale, sur l'espérance de vie ou sur la mortalité infantile, vous voyez que quand c'est des mesures progressistes et des gouvernements de gauche qui sont en place, les indicateurs de santé s'améliorent. Et quand c'est des gouvernements de droite qui sont au pouvoir, les indicateurs de santé se dégradent. Autrement dit, ce n'est pas des opinions équivalentes. Il y a des opinions qui exposent des gens à la mort, à la maladie, à la blessure. On l'a vu avec la loi Duplomb, par exemple. Et il y a des opinions qui protègent, qui accompagnent, qui diminuent les forces de la mutilation. Et donc, on ne peut pas dire que toutes les opinions sont équivalentes dans une société. Il y a des opinions qui sont fondées sur le mensonge. Et ça aussi, c'est d'autres études que je cite. Des études qui ont été faites sur 26 pays, sur les publications de députés en fonction de leurs affiliations et qui sont confrontés à la statistique publique, et on se rend compte que plus un parti est à droite, plus il ment. Donc si votre opinion consiste à mentir et au nom de ce mensonge à blesser l'autre, elle n'est pas légitime. On va continuer à en parler de votre critique acerbe de la démocratie, Geoffroy de la Gannerie. Vous êtes philosophe et vous faites paraître chez Flammarion mercredi L'âme noire de la démocratie. J'aimerais qu'on écoute un philosophe qui vous est cher. Démos en même temps était une injure, quoi. C'est-à-dire pour les contemporains de Platon, pour un petit peu les gens de son monde, ça veut dire la racaille, quoi. Ça veut dire les gens de rien, quoi. Et effectivement, le scandale, il est d'abord là, à savoir un gouvernement des gens de rien. Et au fond, ce scandale est comme en quelque sorte apaisé par l'idée que ces gens-là ne gouvernent pas du tout, que précisément ce ne sont que des individus, que ça n'est que finalement une sorte d'état de société, bon, au fond un phénomène sociologique et pas un phénomène politique. Ce que je pointe, c'est finalement la constitution d'une catégorie polémique. Et bon, moi, ça ne me gêne pas en soi-même. C'est-à-dire que précisément, ce que j'essaye de dire, c'est que les concepts de la politique ne désignent pas comme ça des espèces d'éléments dans des classifications, pouvoir du peuple, pouvoir de quelques-uns, pouvoir des meilleurs et ainsi de suite. Non, ce sont d'abord d'emblée, au fond, des armes polémiques. Et démocratie, c'est d'abord une insulte, quoi. Et je crois qu'il faut toujours se rappeler ça, justement. C'est-à-dire que les démocraties ne désignent pas d'abord une espèce de chapitre dans une classification des formes d'État, mais désignent d'abord une sorte d'insulte qui désigne un scandale, à savoir que gouvernent ceux qui sont rien, qui n'ont pas de titre, qui ne sont ni les plus riches, ni les meilleurs, ni les anciens, ni les savants. Jacques Rancière, dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance sur France Culture le 4 mai 2009, quelques années après la parution de son ouvrage La haine de la démocratie. Geoffroy de la Gannerie, cette critique a fait écho à ce qu'on lit dans votre livre, L'âme noire de la démocratie, qui paraît mercredi chez Flammarion. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de mépris de classe? C'est-à-dire que les gouvernants ne seraient pas, à vos yeux, suffisamment éduqués, suffisamment élevés, suffisamment dans vos idées pour être légitimes?
Non, parce que moi je méprise beaucoup la classe dominante, qu'est-ce que Bourdieu appelait le racisme de l'intelligence propre à la classe dominante, qui en fait est largement autant structurée par des impensés de classe, par des faux savoirs, par des présupposés que peut être les classes populaires. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas du tout de mépris du côté de ma part. Mais je suis très content que vous citiez le texte de Rancière, puisque je le cite au début de mon livre. La haine de la démocratie, c'est un livre important parce que c'est un livre qui reprend une tradition de critique des démocraties représentatives qu'on peut faire dater de la fin du 19e siècle depuis l'État et la révolution de Lénine, qui consiste en fait à dire en permanence que nous ne vivons pas dans des démocraties, que nous vivons en fait dans des oligarchies représentatives où une petite partie de la population, des banquiers, des notables, de la bourgeoisie s'approprie le pouvoir, et qui appelle contre ça à redonner vraiment le pouvoir au peuple à travers des institutions plus directes comme le tirage au sort ou comme le référendum, etc. Or moi, j'interroge un peu cet idéal de l'autogouvernement et cette idée selon laquelle l'État doit représenter les opinions spontanément diffusées dans la population, en m'appuyant notamment sur les travaux d'Émile Durkheim dans Leçons de sociologie, où Durkheim avance une idée quand même extrêmement belle, dans laquelle il dit si l'État est fait pour représenter les volitions spontanées, il ne sert à rien. Parce que si jamais c'est fait pour faire ce qu'on veut déjà spontanément, en fait, l'État se dissout comme État, si jamais il n'est que représentatif. Et en fait, le principe d'avoir un État, c'est de faire quelque chose qui va nous augmenter par rapport à nos volitions spontanées, qui va ajouter quelque chose au monde, qui va produire des pensées autonomes et originales par rapport aux volitions et aux volontés spontanées. Et donc, en fait, l'idéal d'un gouvernement ne doit pas être pensé comme un idéal de représentation ou d'auto-représentation, mais comme un idéal de perfectionnement moral et d'augmentation de soi. Et donc là, on voit qu'il y a une grammaire de la politique où on doit se dire quand il y a une décision d'État, non pas est-ce qu'elle me représente, mais est-ce qu'elle m'augmente? Est-ce que c'est mon opinion spontanée qui est prise en compte ou est-ce qu'au contraire, elle est plus rationnelle que ce que je pense spontanément? Alors justement, le grand retour de la morale en politique, c'est oser, hein, Geoffroy de la Gannerie. On est beaucoup revenu là-dessus. Vous le dites, hein, l'État me moralise-t-il ou prolonge-t-il des intérêts sociaux irréfléchis? Le progressisme doit affirmer la recherche d'une sorte de perfectionnement moral à travers l'État. Est-ce que Oui. c'est pas dangereux de faire revenir la morale comme ça par la fenêtre? Et surtout, est-ce que vous ne prêtez pas le flanc à cette critique qu'on fait très souvent à la gauche, les moralistes, le camp du bien, etc. Vous savez, ma morale, c'est une morale que j'appelle vitaliste. C'est-à-dire, c'est une morale qui part d'une donnée permanente et indiscutable, qui est notre d'être corporel, exposé à la mort et à la maladie, et le fait que personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir à 50 ans à cause de ses conditions de travail, personne ne veut mourir à cause d'un plaquage ventral policier, personne ne veut mourir noyé dans la Méditerranée à cause des politiques xénophobes, personne ne veut mourir et être exposé prématurément à la maladie et à la souffrance. Vous savez, dans le champ social, il existe un interdit de blesser l'autre. J'ai pas le droit de vous blesser, j'ai pas le droit de vous taper, j'ai pas le droit de vous prendre de l'argent dans votre porte-monnaie, mais bizarrement, politiquement, on a le droit de le faire. On peut pas jeter quelqu'un à la mer, mais on peut voter pour des lois qui vont faire que des gens vont être jetés dans la mer. On peut pas tuer quelqu'un, mais on peut voter pour des lois qui vont diminuer l'espérance de vie. On sait que le néolibéralisme aux États-Unis, par exemple, a diminué de 3 ans l'espérance de vie des hommes blancs américains, a diminué de 5 ans l'espérance des femmes blanches américaines. Et Goran Teborn, dans un très beau livre qui s'appelle Le champ meurtrier de l'inégalité, dit qu'il n'y a que 2 événements au monde qui ont été aussi meurtriers, c'est l'épidémie de sida en Afrique et la restauration du capitalisme sauvage après la fin de l'URSS. Donc c'est des politiques qui blessent. Et donc moi, ma question, c'est si on n'a pas le droit de blesser l'autre dans le champ social, pourquoi est-ce qu'on autorise de blesser l'autre dans le champ politique? Pourquoi est-ce que la politique est ce dernier domaine où blesser l'autre est accepté? Et moi, je veux un peu étendre une norme de non-blessabilité dans le champ politique et faire en sorte que nous ne puissions blesser l'autre partout, nulle part, pardon, parce que nous devons nous imposer cette contrainte de ne pas pouvoir nous blesser les uns les autres. J'appelle ça une morale vitaliste, une morale du corps, parce que la seule chose qui est transcendante et la seule chose qui peut être reconnue par tous, c'est notre être corporel, notre exposition à la souffrance et notre volonté que la souffrance passe. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire, ça, Geoffroy de la Gannerie, en gardant le système démocratique, en ajoutant des articles, des chartes à la Constitution? Est-ce que la démocratie nous empêche de hiérarchiser les opinions et de les évaluer scientifiquement? Pourtant, il y a des opinions interdites en démocratie. Alors justement, je m'appuie sur un très beau texte de Simone Veil, la philosophe, qui dans les années 40 fait ce texte très connu qui s'appelle Notes pour la suppression générale des partis politiques, où elle s'oppose au procéduralisme démocratique, qui considère que la démocratie, ce sont des procédures qui peuvent prendre la forme du référendum ou la forme du
du parlementarisme et qu'une opinion serait légitime si elle parvient à être majoritaire dans ce type de procédure. Et elle dit cette phrase extrêmement forte, elle dit si jamais c'était la République de Weimar qui avait voté pour mettre les Juifs en camp de concentration, la décision n'aurait pas eu une once de légitimité de plus que ce qu'elle a eu sous le Troisième Reich. Autrement dit, nous savons déjà que les procédures ne nous protègent pas nécessairement de mesures extrêmement mauvaises et extrêmement violentes. Et de ce point de vue-là, moi j'essaye de dire que nous devons partir de cette donnée de la possibilité de blesser l'autre pour justement faire des contraintes aux décisions des gouvernements, pour les évaluer. Et si jamais nous constatons que des décisions ont produit de la mort prématurée, de l'exposition à la souffrance, comme la loi du plomb par exemple, pouvoir les censurer par exemple par des conseils scientifiques, comme le Conseil constitutionnel peut le faire, pour pouvoir évidemment contraindre la décision politique à des normes de connaissance et d'évaluation objective. Mais justement, la loi du plomb, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel pour ces raisons scientifiques. Assez peu et pour des raisons juridiques, mais c'est pas. En gros, la question que j'essaie de poser, c'est pour quelle raison est-ce qu'on accorde à des juristes le pouvoir de contraindre un certain nombre de lois au nom d'un certain nombre de droits, et pourquoi est-ce qu'on ne l'accorderait pas à un certain nombre de scientifiques et des conseils scientifiques qui pourraient évaluer les lois. Je cite dans mon livre, c'est une longue discussion avec les travaux de François Héran sur l'immigration, par exemple. C'est très intéressant de voir l'écart considérable entre les savoirs que les démographes produisent sur le fait migratoire en France et dans le monde d'ailleurs, et les discours que la droite et l'extrême droite circulent, qui sont des discours totalement mensongers, totalement éloignés de la connaissance, qui fondent des politiques cruelles fondées sur ces mensonges. Et donc je me demande pourquoi est-ce que des démographes ne pourraient pas censurer des projets de loi ou des lois voulues par la droite et l'extrême droite au nom de la connaissance, si ces connaissances nous montrent que ces lois sont mortifères et fondées sur le mensonge. I ended up being the co-founder of a company called PayPal, where and the initial founding. Je me suis retrouvé cofondateur de PayPal et la vision au départ était d'utiliser la technologie pour changer le monde entier et ainsi contourner les systèmes monétaires. L'idée à la base était que nous ne pouvions remporter une élection et obtenir certaines choses car nous sommes une minorité. Mais en effet, peut-être que nous pouvons changer le monde unilatéralement sans constamment devoir convaincre des gens, supplier et implorer constamment des personnes qui ne seront jamais d'accord avec vous, le tout à travers des moyens technologiques. C'est pourquoi je pense que la technologie est une alternative incroyable à la politique. On vient d'entendre Peter Thiel pendant le festival Libertopia en 2010. Peter Thiel, vous le connaissez, c'est ce cofondateur de Palantir, très proche de Donald Trump et de PayPal, qui critique comme vous la démocratie. Il pense qu'elle est incompatible avec la liberté. Est-ce que vos diagnostics se rejoignent ? Vous savez, moi, je suis pour une évaluation substantialiste de la politique et pas formaliste. C'est-à-dire, si jamais vous dites que vous êtes contre la démocratie parce que vous voulez aggraver le pouvoir des riches, parce que vous voulez augmenter les politiques xénophobes, parce que vous voulez faire la persécution des personnes trans et des personnes gays, ou si vous voulez, au contraire, essayer de réfléchir à un au-delà de la démocratie au nom de la protection de toutes ces personnes, en fait, vous n'êtes pas identiques, vous êtes opposés. Mais il y a un mot qui revient dans son discours, qui est le mot de minorité. Et c'est la fin de mon livre qui essaye d'ouvrir là aussi nos imaginaires à partir de cette question de la minorité et de la majorité en disant l'une des choses qu'on n'interroge pas du tout dans l'idéal démocratique ou dans l'idée démocratique, c'est cette idée selon laquelle des individus cohabitent sur un territoire alors qu'ils sont arbitrairement nés sur ce territoire, alors qu'ils n'ont pas choisi de naître sur ce territoire et que ce qu'on appelle la démocratie, en fait, c'est un système qui nous enferme à l'intérieur d'une communauté politique et qui dit certains vont avoir le droit de dominer les autres parce qu'ils sont plus nombreux ou parce qu'ils ont remporté une élection ou un fait majoritaire dans une assemblée, et que donc il y a quelque chose qu'on ne questionne pas du tout dans la démocratie, c'est pourquoi nous cohabitons. Pour quelles raisons est-ce qu'on devrait accepter la communauté politique comme un donné, et pourquoi est-ce que nous devrons être pris en otage en quelque sorte par la communauté politique et accepter que les autres me gouvernent alors que je n'ai pas choisi de vivre avec eux et je n'ai pas choisi de cohabiter avec eux. Et à partir de la lecture d'une tradition libertarienne qui est peu connue dans la gauche ou peu aimée dans la gauche, notamment des essais de Nozick, qui est un des livres que moi j'ai toujours adoré, qui s'appelle Anarchie, État, Utopie, où Nozick dit en fait le problème de l'idéal démocratique, c'est que c'est un idéal qui enferme dans une communauté politique unique des individus qui ont des aspirations différentes et qui ont le droit d'avoir des aspirations différentes parce que nous avons le droit d'avoir des valeurs différentes, des conceptions différentes du travail et du repos, de la famille, de la sexualité, de la religion, des modes d'existence, etc. Et que la démocratie, en nous enfermant à l'intérieur d'un régime et en disant je vais t'imposer ma volonté, c'est moi qui suis majoritaire pendant 50 obéis, puis après ce sera peut-être moi qui vais obéir, etc. En fait, elle nous confronte à une dynamique d'antagonisme. Et si l'antagonisme est si puissant dans nos systèmes, c'est aussi parce que nous savons que nous sommes gouvernés par des gens alors que nous n'avons
avons jamais rien demandé et nous n'avons pas choisi de vivre en même temps qu'eux. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas décohabiter? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser une scission et une sédition politique pour faire des communautés différentes où les individus pourraient vivre dans les communautés qu'ils choisissent? Et donc est-ce que l'idéal politique ne devrait pas être la sédition beaucoup plus que l'élection? Quand on dit en France qu'il y a 3 blocs, est-ce que c'est un pays qui est divisé en 3 ou est-ce que c'est 3 pays qui sont forcés à cohabiter à cause des structures démocratiques? Mais alors si je vous suis, Geoffroy de La Gannerie, et c'est très intéressant d'avoir entendu Peter Thiel, qui est l'un de ces géants des technologies américaines, vous êtes en train de reproduire, ou vous voulez reproduire dans la vraie vie, les bulles algorithmiques, c'est-à-dire chacun chez soi, tout le RN reste avec lui dans son état, le bloc central et le bloc de gauche, et donc on ne connaît plus l'autre, on ne se confronte plus, et on le voit d'ailleurs de plus en plus, hein, même y compris dans les amitiés. Est-ce qu'on ne peut pas cohabiter parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts ou les mêmes idées? Si, comme vous appelez l'altérité, c'est quelque chose qui menace votre mode d'existence. Si ce que vous appelez l'altérité, c'est quelque chose qui vous met dans des situations de précarité, qui diminue vos droits, qui précarise votre existence, qui mutile votre droit à l'existence, à la circulation publique, à votre mode d'existence, bah oui, effectivement, je pense qu'il est quand même plus intéressant de fonder des communautés politiques sur l'affiliation partagée à un projet politique commun, plutôt que sur une forme de sadisme social et de cannibalisme moral. C'est ce que vous appelez d'ailleurs dans votre livre la sédition. Oui, la décohabitation. Geoffroy de La Gannerie, vous êtes proche de la France Insoumise. Alors, Oui. je vais vous laisser définir. Est-ce que vous êtes un compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous êtes un intellectuel organique? Est-ce que vous êtes un conseiller? Non, je suis un soutien de la France Insoumise et de leurs projets. Moi, je suis extrêmement sensible. Vous savez, je parle beaucoup de l'action de l'expertise dans mon livre. Je crois beaucoup à la valeur de la pensée, à la valeur de la science. Et il se trouve que, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il y a des associations qui évaluent les programmes. Greenpeace, Action contre la faim, Amnesty International, ACAT France, le Barreau de Paris, et qui évaluent la conformité des programmes à des revendications de droits et de libertés individuelles ou à des revendications spécifiques qu'elles portent. Or, il se trouve qu'en 2022 et en 2017, à chaque fois, c'est le programme de l'avenir en commun qui est arrivé en tête de toutes ces associations comme étant le plus proche de leurs revendications et le plus respectueux des droits et des libertés Des fondamentales. associations plutôt de gauche. Et à partir de ce moment-là, oui, mais à partir du moment où vous êtes du côté de la connaissance et de la science et des droits, des valeurs, vous êtes de gauche de toute façon. Donc c'est tout à fait normal que je soutienne ce parti-là, au sens où le programme est celui qui correspond le mieux à tous les gens spécialisés sur un sujet. Et justement, est-ce que votre programme de, je ne sais pas si c'est destruction de la démocratie ou de réinvention d'un modèle, vous en avez parlé avec Jean-Luc Mélenchon? Et surtout, est-ce que la 6e République qu'il prône vous convient? Puisque j'ai regardé tout à l'heure, ils veulent mettre ce que vous souhaitez aussi, l'égalité dans la Constitution. Oui, c'est une discussion. Alors, je l'ai Bon, pas eu elle y est encore déjà, du mais tout, vous voyez savez. l'égalité des revenus, je ne sais plus la formule. J'ai pas du tout eu cette discussion. Au contraire, là, c'est plutôt une comment est-ce qu'on pourrait appeler là une opposition intellectuelle, mais qui peut être fructueuse. De fait, la France Insoumise porte un programme de redéfinition des institutions qui est fondé sur un diagnostic qui est quand même important, et je tiens à le dire parce que c'est un peu le centre de mon livre, c'est que les institutions de la démocratie ont une propriété, c'est qu'elles ont une tendance à droitiser les gouvernements. La victoire de la gauche réelle aux élections, elle est toujours une exception en démocratie. Il y a quelques mouvements et quelques moments mythiques, 36 en France, 45 en Angleterre, 2005 en Bolivie, 70 au Chili, mais c'est extrêmement rare, la victoire d'une gauche réelle aux élections. Donc il y a quelque chose dans les institutions de la démocratie contemporaine qui défavorise la gauche, et en plus, très souvent quand la gauche arrive au pouvoir, elle se droitise, et même la droite se droitise. Le septennat de Giscard d'Estaing en a été un exemple, Macron, n'en parlons même pas, et Hollande qui a commencé avec Ayrault et qui a fini avec Valls, Macron, Cazeneuve. Donc c'est dire la droitisation. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut fonder des institutions qui gauchisent, qui favorisent le progrès, qui vont s'opposer aux institutions de la démocratie représentative. La France Insoumise porte à partir de là l'idée de 6e République, l'idée de constituante, l'idée de référendum, l'idée de modèle révocable. Donc elle reprend la tradition de Rancière en vérité. C'est-à-dire de dire le problème, c'est qu'on ne vit pas dans des vraies démocraties et qu'on veut radicaliser la démocratie pour essayer de faire qu'elle soit plus progressiste et plus proche des aspirations du peuple, qu'on présuppose toujours étant progressiste, mais les sondages contemporains montrent plutôt que les aspirations du peuple sont plutôt conservatrices, voire franchement réactionnaires. Et moi, je dis peut-être qu'on devrait, et je propose à la gauche une autre voie, une autre pensée possible. Peut-être que ça inspirera, peut-être que ça inspirera pas, on verra bien. Vous êtes très critique envers les chambres parlementaires. Hein. Oui. Vous écrivez, il y a une absolue nécessité à construire autrement les espaces institutionnels d'écriture et de production de la loi. Et vous estimez que les parlementaires ne sont soumis à aucune contrainte de véridicité, c'est-à-dire lien avec la vérité. Vous mettez les 71 députés insoumis là-dedans?
Bah, c'est plutôt l'inverse. Moi, ce qui me frappe, c'est que très souvent, quand on assiste à des débats parlementaires, je souffre pour eux. C'est vrai que quand vous assistez à des débats parlementaires, soit en hémicycle, soit en commission, tout le monde sait, tout le monde peut regarder, j'invite tout le monde à regarder. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un parle? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un essaye de diffuser un argument, même qui parfois est fondé sur le savoir, même qui souvent est fondé sur la connaissance, même qui est fondé sur les expériences passées? Bah, vous avez le bord opposé qui écoute même pas, qui joue à Candy Crush sur son téléphone, et puis après on dit qui est pour, qui est contre, on vote et ça passe à autre Vous chose. Et donc il n'y caricaturez a un peu aucune Geoffroy force de de Lagrange. l'idée vraie. Et d'ailleurs, on sait que dans les débats parlementaires, les opinions ne changent pas Il pendant y a le eu de débat. très Quand grands les gens débats votent en fonction, parlementaires. mais qui ne La changent peine pas de les mort, opinions. le mariage pour tous, on pourrait en citer À beaucoup. part quelques petits exemples, et d'ailleurs, dès qu'un député change d'opinion, ça devient le fait de l'actualité et on met au centre Roselyne Bachelot qui va voter pour le Pacs, tel député qui va voter pour la loi sur la fin de vie. C'est tellement exceptionnel qu'un député change d'opinion que ça devient un fait politique. Or, j'essaye d'opposer aux formes parlementaires les conventions citoyennes, par exemple, qui sont un ferment d'inspiration pour moi extrêmement puissant de modèle d'écriture de la décision et d'éclairage de la décision, puisque ce qu'on constate dans les conventions citoyennes, c'est que les opinions, elles changent. Par exemple, dans la Convention sur le climat, quand on fait des sondages, au début, on constate que les gens ont des opinions assez proches de l'ensemble des Français, et à la fin du processus de 3 mois de réflexion, de confrontation aux militants, de l'avis des experts, on constate que 80% des citoyens tirés au sort ont changé d'opinion et qu'à chaque fois, ce progrès et le fait d'acquérir une opinion plus élaborée, plus consciente, plus informée du droit et de la recherche va favoriser des prises de position progressistes. Et ça s'est vu au moment où on a publié les 149 propositions de la Convention climat, où vous avez eu la gauche et les Europe Écologie Les Verts qui ont soutenu les propositions et le RN et les Républicains qui l'ont condamné. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un problème entre les formes parlementaires et ces formes conventions citoyennes, puisque Macron a pratiquement pas repris l'essentiel des conclusions de la Convention climat, qu'il bloque les réflexions sur le temps de l'enfance qui ont été aussi très intéressantes, et sur la fin de vie, c'est un peu plus nuancé. Les conventions citoyennes, elles pourraient être au cœur de votre système politique imaginé, Geoffroy de Lagrange, dans ce livre L'âme noire de la démocratie. Oui, moi je les appelle des plateformes d'élaboration spécifiques, et je pense qu'elles sont un lieu essentiel de critique des impensés de la démocratie et des lieux très importants pour repenser la prise de décision aujourd'hui. Un mot sur l'actualité pour terminer notre entretien, Geoffroy de Lagrange. Vos écrits sont parfois cités comme source doctrinale de la violence de l'ultra-gauche. Est-ce que vous assumez cette filiation ou est-ce une instrumentalisation à vos yeux de votre pensée? Le débat, on a une minute, on ne va pas faire un débat. Non, on a un petit peu plus. Bon, d'accord. La question de la violence, c'est une question extrêmement complexe parce que dès qu'on parle de la violence politique, il y a quand même 2 dimensions que je voudrais insister. La première, c'est que dans ce champ de réflexion sur la violence, on oublie toujours une violence qui est jamais prise en compte, qui est la violence d'État. Moi, je suis très frappé par le fait qu'on dit la violence politique d'extrême gauche, la violence politique d'extrême droite, mais jamais personne ne compte dans la violence d'État. Par exemple, le fait que sous les Gilets jaunes, vous avez eu 30 personnes qui ont été mutilées. On en a parlé quand même. Bien sûr, mais on ne l'intègre pas aujourd'hui dans la violence politique. Quand on dit la violence politique, on dit des groupes d'ultra-gauche, des groupes d'ultra-droite, on ne dit pas la violence d'État. On peut dire la violence policière. Mais vous avez par exemple le ministre de la Justice qui dit qu'il faut condamner la violence. Or, il dirige un ministère qui s'occupe des prisons, où vous avez 80 000 personnes aujourd'hui qui sont dans des cellules, et ça c'est de la violence d'État, mais lui il ne considère pas que c'est de la violence parce que c'est de la violence d'État. Donc déjà, dès qu'on réfléchit sur la violence, intégrons aussi la violence d'État dans la comptabilité des violences. Mais vous mettez de côté Max Weber, le monopole de la violence légitime. Donc la question c'est, est-ce que la violence est légitime ? C'est pas la question de la violence. Et donc ça devient toute une autre question. Et donc là, dans le cas de Quentin Derenc, vous diriez qu'elle est légitime, la violence ? Non, mais vous savez, moi j'ai fait un livre précédent, vous l'avez cité, sur l'abolitionnisme pénal, qui est un livre qui pose la question de la violence, puisque c'est comment est-ce qu'on pense le crime, le meurtre, l'homicide, le féminicide, le viol, le terrorisme. Et l'une des questions que j'essaie d'aborder dans ce livre, c'est qu'il faut se méfier des lectures synthétiques et analytiques de la violence, en sachant que la vérité se déploie toujours dans le temps et dans des situations. C'est exactement comme si vous regardiez le moment, la justice et la morale, elle regarde à minute moins 1 ce qui s'est passé et elle dit c'est un crime, c'est pas un crime, etc. Et elle juge de cette manière-là. Mais cette lecture elle est toujours un peu fausse par rapport aux situations dans lesquelles la violence se perpétue. Si vous pensez par exemple à Jacqueline Sauvage, qui tue son mari, si vous regardez à minute moins 1, vous vous dites elle a tué son mari, c'est un homicide, et d'ailleurs elle a été condamnée 2 fois à 10 ans de prison. Mais si vous pensez que c'est l'intégrer dans une dynamique d'abus, de violence domestique, d'humiliation de la part de son mari pendant des dizaines d'années, alors un geste qui peut vous apparaître à un moment comme une violence se comprend dans une situation complexe, et c'est ce qui a fait qu'elle a pu être graciée
au nom de cette compréhension processuelle de la situation qui a produit son geste, qui est un geste d'autodéfense, mais qui est un geste violent sur le moment donné. Mais vous comparez pas la jeune garde à Jacqueline Sauvage. Si, exactement, je compare, puisque ce qui a été très bien montré ces derniers jours, là, il y a eu un article très important dans Blast sur ce qui se passe à Lyon. Lyon est la capitale de l'extrême droite, et depuis une dizaine d'années, on assiste à une prolifération de groupes d'ultra-droite, de droite radicale, qui font régner dans les rues de Lyon tout un ensemble de dégradations de boutiques tenues par des Arabes ou des personnes racisées, de passages à tabac de militants de gauche, d'intimidation pour les personnes queer ou les personnes transgenres, de militants politiques, des Noirs et des Arabes, etc. Qu'à partir du moment où il y a un climat d'affrontement qui se produit comme ça dans une ville, il y a des individus qui disent « nous, on va protéger, on va faire de l'autodéfense par rapport aux individus qui sont menacés par cette violence ». Dans ces processus d'affrontement, il se passe évidemment ce que Benjamin appelle une autonomie de la violence par rapport à la raison pour laquelle elle est née, c'est-à-dire des affrontements de rue, c'est-à-dire que les gens peuvent être dépassés par leur propre violence, qui aboutit à la scène. Et la vidéo est évidemment extrêmement choquante et ignoble, il n'y a aucun doute par rapport à ça, mais cette violence, elle se comprend dans une situation longue, dans une situation historique dans laquelle elle s'est déployée. Si le lynchage jusqu'à la mort est confirmé. C'est aussi la théorie de Benjamin qui, dans Critique de la violence, et on est à France Culture, donc on peut un peu monter le niveau. Vous savez, je pense que c'est Benjamin... Non, bien sûr, mais Benjamin dit une chose très belle, il dit « la violence, on ne peut jamais vraiment la maîtriser ». Voilà. Vous pouvez toujours dire c'est au nom d'un certain nombre de fins que je vais utiliser la violence, mais vous savez malgré tout que dès que vous recourez à la violence, vous pouvez être dépassé par votre propre violence et vous donner l'objet de votre propre violence. Cela étant dit, moi je vous raconte en une seconde. Moi, ma rencontre avec les antifascistes, c'est quand j'avais 18 ans, j'ai fait ma première Gay Pride. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on passait devant Saint-Nicolas du Chardonnay et qu'il y avait des groupes d'ultra-droite qui voulaient nous agresser. Et c'est l'Action antifasciste Paris-Banlieue qui nous a protégés et qui nous a permis de manifester. Merci. Et donc, je serai toujours du côté des antifascistes plutôt que des côtés fascistes.